Bon bah merci Lionel Maltese de prendre ce petit moment pour débriefer le Netflix Slam 2024 entre Alcaraz et Nadal qui a eu lieu la nuit dernière. Pour rappel, tu fais partie du comité d'organisation de tournoi ATP 250. T'es passé plusieurs fois sur Tennis Légende, tes interviews cartonnent parce que tu donnes plein de chiffres et que on a l'impression que t'en as rien à foutre. Du coup, ça plaît. Du coup, j'avais envie de débriefer cet événement, ce match exhibition qui a eu lieu à Las Vegas, dans une salle de 12 000 personnes, commenté par des stars, Roddick, Agassi, John McEnroe, pas John McEnroe, Patrick McEnroe, Marie-Jo Fernandez. Déjà, toi, qu'est-ce que tu en as pensé comme ça sur le papier? Est-ce que tu l'as regardé? Oui, j'ai regardé par curiosité, puis ça fait partie aussi de mon quotidien d'enseignant-chercheur, de prof. J'essaie d'observer ce qui se passe dans la réalité pour pouvoir au mieux enseigner avec mes étudiants et pourquoi pas aussi essayer de comprendre comment améliorer les choses pour de futurs managers de ce type d'événements ou d'autres, puisqu'ils peuvent être concurrents d'autres événements. Donc, ouais, je l'ai regardé. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bon, d'abord, le match était super serré. Donc derrière, ça n'a pas été sportivement. On sait que Rafa se bat tout le temps et que Carlos aussi. Donc voilà. Après, c'était vraiment l'affiche. Donc c'était à Las Vegas. Le but, c'était de faire une espèce de scénarisation, un peu comme la boxe. Donc le tennis, c'était quand même un sport de rivalité absolue. Cette rivalité qui est intergénérationnelle, qui est peut-être un peu virtuelle parce qu'il y a un écart d'âge monstrueux. C'est un peu comme si on disait Mohamed Ali va boxer contre Mike Tyson. Au final, les deux sont pas du tout dans la même génération. Ou si LeBron James va jouer contre Michael Jordan ou un truc comme ça. Donc, donc là, c'est vrai qu'il y a ce buzz de rivalité. Ils sont espagnols, ils ont eu, voilà, Rafa Nadal, on ne sait pas s'il va encore jouer au tennis. Donc il y a un ensemble d'éléments. Après, voilà, le match, ils se sont battus. Il y a eu des sauvetages de balles de match. Ça a été serré. C'était pas le tennis parfait de Nadal et parfait d'Alcaraz, mais sur une surface assez rapide, qui n'est pas leur surface de prédilection non plus. Mais disons qu'ils se sont bien envoyés. Et puis après, il y a eu un entertainment qui était fait autour. Donc, c'était le but. Donc, c'était plus de l'entertainment ou du tennistainment qu'autre chose. On a déjà vu ça dans des exhibitions. Federer a pu le faire avec le Gillette Tour. Je peux rappeler un peu, mais par exemple, Sampras Federer, c'était aussi voilà dans l'esprit des gens se dire tiens Sampras qui joue contre Federer, Sampras c'était l'idole de Federer, les deux ils ont un jeu incroyablement léché ou fabuleux ou de talent et les deux qui font une exhibe voilà puis après il y a eu l'IPTL en Asie, en Inde, etc., qui a essayé de faire de l'entertainment autour des équipes de grandes stars, et ça n'a pas duré. Et puis bon, voilà, il y a des exhibitions, il y a une nouvelle exhibition qui va avoir lieu en Arabie Saoudite, là. Là, c'était vraiment, à mon avis, un contexte, un cadre, Las Vegas. Las Vegas qui se développe en termes de contenu sportif nord-américain avec la venue d'une franchise de sport US, donc de NFL, qui a vu les finales de la petite compétition de NBA pendant l'année, bon voilà, et puis qui est très connu pour la boxe. Et donc on a mis une scénarisation type boxe ou type MMA dans un sport qui n'est pas un sport de combat, mais qui est un sport d'affrontement, avec un imaginaire réel, c'est-à-dire finalement Alcaraz versus son idole. Et on l'a vu d'ailleurs qu'ils se respectaient énormément les deux. Voilà. Après, la question du business se pose, mais ou de la durabilité du business. Mais en tout cas, la scénarisation et le film étaient bien joués. Et le fait que ça soit pendant la saison, juste avant Indian Wells et Miami, là où les exhibitions sont d'habitude en décembre, quand tout le monde s'en fout un peu, ça capte peut-être beaucoup plus d'attention du point de vue de Netflix. C'est un gros coup, non? Tu penses pas? Ouais, mais Netflix, c'est pas son métier. Donc son métier à Netflix, c'est les séries, etc. Donc c'est pas son métier. Donc il faut faire appel à des personnes dont c'est le métier. Donc Netflix n'a pas le réseau avec les joueurs, ne comprend, enfin, n'est pas dans le calendrier, a un pouvoir
de frappe parce qu'ils ont de la communication, parce qu'ils ont des compétences sur la data, etc. Et donc, le live, à mon avis, c'est du test and learn. Amazon le fait et tu l'as vu, vous l'avez vu sur Roland-Garros, mais ils le font aux États-Unis, etc., avec de l'entertainment en termes de production télé ou de présentation, en prenant des anciens, etc., un peu comme tu l'as dit. Et donc, toute cette scénarisation qui se différencie des autres formes de télévision. Après, c'est du streaming. Après, voilà, c'est de l'imaginaire. C'est Nadal contre Alcaraz. On se dit, voilà, c'est peut-être le seul match qu'ils vont jouer l'un contre l'autre qui n'est pas officiel. Mais quand on a vu Federer finir où il pouvait plus jouer sur un petit double, etc., on se disait, tain, on aurait bien aimé le voir un dernier match, etc. Il n'y a pas tout le monde qui peut faire sa sortie comme l'a fait Joe Tsonga sur un match exceptionnel euh, en, en- en fin de parcours ou finir sur une victoire de Grand Chelem, etc. Donc, on ne sait pas comment va finir Nadal. En tout cas, il est très blessé. Donc, il y a tout un contexte qui fait que c'était intéressant. Voilà. Maintenant, j'ai des doutes sur la durabilité, même s'ils annoncent que ça va se reproduire et qu'ils vont le refaire, etc. Quant au calendrier, pour moi, c'est une vraie interrogation. Je suis pas spécialiste sportif, mais je suis observateur. Je parle avec les différents. Voilà, je me suis beaucoup intéressé à la Coupe Davis, sur le calendrier, etc. Je suis pas du tout un pro piqué, parce que je pense que c'était quelqu'un qui a pas de réflexion stratégique. Quand tu fais appel à des cabinets de conseil, c'est que tu sais pas réfléchir. Qui est du Donc, groupe Cosmos qui a un peu ouais, détruit bah, alors, puis la Coupe mais Davis, hein. mais qui avait pas de réflexion sur le côté sportif du tennis, c'est pas du tout comparable au football, etc. Autant sur le football, peut-être qu'il a des qualités, mais sur le tennis, c'est différent. Et pour observer le calendrier depuis plusieurs années, voir comment il évolue, les blessures, les retours de blessures, etc. Je suis toujours assez surpris que les joueurs jouent des exhibitions, même s'ils ne s'envoient pas comme un match en 5-7. Tu vois qu'il y a eu 2 sets avec un super tie-break aussi, hein. Donc, Sur 10, tu dirais de combien l'engagement réel de chaque joueur? sur 10 quoi. Bah, leur niveau d'engagement, je me Ah, demandais, tu vois. je pense que Rafa, honnêtement, il s'engage tout le temps. Même à l'entraînement, pour l'avoir vu, à l'entraînement, je veux dire, à l'entraînement, par au sparring, putain, il est engagé tout le temps. C'est peut-être même sa définition. Il est hyper engagé. Donc voilà, Et Carlos, là, sur 10, tu penses qu'il sait donner à Carlos, je suis combien? pas sûr qu'il soit qu'il se lâche à fond les ballons. Voilà, encore une fois, c'est pas leur surface. Maintenant, Et c'est un ils ont match. pas, et ces cons-là n'ont pas reproduit la surface d'Indian Wells. Non, mais même les balles et tout ça, c'est pas pareil. Donc, si tu veux, c'est quand même un match d'entraînement, mais où les deux sont hyper compétiteurs et il y a un public, il y a une attente. Donc, c'est une exhibition de qualité quand même, faut le reconnaître. Mais ils sont pas, voilà, ils jouent pas leur vie. À la fin, bon voilà, il y a des balles de match. Bon, Nadal fait ce coup droit là, incroyable, pour sauver la balle de match. Et tu te dis putain merde, il a encore des trucs là dans son lasso. Il est intemporel. Son smash, machin, truc. Donc tu vois, c'est à des spots qui peuvent être utilisés de niveau viral. C'est-à-dire, tu peux te dire, bah tiens, ça s'est fait, etc. Comme le fait la Lever Cup, hein. La Lever Cup, en ayant vu Nadal, Federer ensemble en double, Nadal, Federer, Djokovic ensemble, et quelques points un peu spectaculaires avec le choix de joueurs spectaculaires comme Nick Kyrgios par exemple, qui fait de l'entertainment. Voilà, mais Nick Kyrgios, un comeback sur Netflix, ça va le faire, parce que les Hmm. gens vont être intéressés. Mais tu mets un match de très bon niveau, j'adore Hubert Hurkacz, mais un Hubert Hurkacz contre un, je sais pas moi, un Félix Auger-Aliassime, qui sont des gens super, etc. Ouais, ils vont pas faire l'entertainment que le buzz qui a été fait. Donc, c'est le contexte, c'est la scénarisation. Ça, ils l'ont fait donc pas loin de Indian Wells, parce que Nadal reprend à Indian Wells. Comme il l'a dit, il n'a pas pu le faire une autre année parce qu'il était blessé. Mais c'est quand même un truc un peu rare de voir Carlos versus Rafa, et tu le vois que dans des simulations vidéo. Tu sais, c'est un peu comme le film Rocky, où à la fin, Rocky, il est fini, il a fini, etc. Et tu vois des simulations où Rocky joue, il se battrait contre un plus jeune. Et là, en fait, finalement, c'est la réalité. Et tu te dis, c'est peut-être le seul truc que Netflix a réussi à capter. Donc, c'est là que c'est intéressant. En fait, c'est une petite série réelle, mais qui n'a pas de valeur sportive,
qui est un match d'entraînement où les mecs s'envoient quand même, mais pas ouais, je dirais à 7 sur 10 peut-être pour Carlos et peut-être un peu plus pour Rafa. Maintenant, voilà, ils prennent pas de risques, ils se sont entraînés. Juste pour info, il y a quand même toujours eu des semaines d'exhibition avant les grands chelems, hein. Voilà, à Wimbledon, il y en a toujours eu. IMG a toujours fait ces trucs-là. Avant Roland-Garros, il y a toujours eu. Puis après, il y a des gros joueurs depuis McEnroe, Connors, jusqu'à Sampras, Federer et même Rafa, hein, tu as vu, il a rempli des stades de foot au Mexique. Donc, il y a eu cet entertainment autour des marques athlètes. Et donc, Netflix en a profité. Je suis curieux de voir la suite quand Rafa ne sera plus là, parce qu'il sera plus là, pour pouvoir. Parce que quand tu baisses d'intensité d'attente, tu lasses un petit peu les. Voilà, c'est Rocky 1, Hmm. Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4. Le Rocky 4, ouais, 5, tu regardes plus, t'en as ras la casquette, tu vois. Donc là, tu Alors, vois, le Nadal 1, ouais. est-ce qu'il y aura. Et ça ressemble beaucoup au match de boxe. Le problème de la boxe, c'est ça, c'est que tu as eu des très grandes adversités. Et après, quand tu passes derrière Ali Foreman, bon, ben, c'est plus pareil ou la génération de Mike Tyson, ou la scénarisation. Et cette scénarisation de rivalité fait le sel du tennis. C'est Hmm. clair que Connors, McEnroe, les Lendl au milieu, même avec des joueurs un peu plus souples ou un peu moins viraux comme Wilander, et après des personnalités comme Yannick Noah, comme Arthur Ashe, voilà. Et puis après, tu as eu fameux Federer Nadal, Sampras Agassi, Becker Edberg, voilà. Et puis Amphi, Evert Navratilova, tu as eu ça, tu as eu ces trucs-là. Alors, il y a eu des buzz, hein, quand Navratilova a joué Connors, par exemple. Donc, tu as eu ces petits buzz, ces petites choses comme ça, mais qui sont faites pour faire de l'entertainment. Et le tennistainment, il peut fonctionner par rapport à la rivalité. Donc, il faut que tu aies des grosses rivalités. Aujourd'hui, la rivalité Carlos-Rafa, elle n'existera pas. Donc, elle a été, j'allais dire, elle a été piquée par Netflix et à Las Vegas, mais elle n'existera pas tout simplement parce que Nadal va finir sa carrière. Alors, juste pour donner un peu plus de contexte, pardon, c'est MGM Reward, un programme Ouais. de fidélité d'hôtel qui détient la salle de 12 000 places qui a organisé du coup la soirée. Et enfin, moi personnellement, je trouve que c'est un coup de génie de Netflix d'avoir mis la lumière dessus parce que les exhibitions dont tu parles avant les grands chelems, personne n'en entend parler. Et là, du coup, ça leur permet En éventuellement de... RP, plus. Tu Ouais. as des gens qui viennent en RP se dire, tiens, Ah, mais là, je vais t'as les pouvoir deux. jouer. T'as Et très là, tu as eu certainement... du RP et tu as eu Ouais. du fun sur une période aux États-Unis, pour ceux qui aiment bien le sport américain, qui s'appelle la March Madness. C'est le spring break. Donc moi, que je suis prof, pour ceux qui aiment bien aller jouer au tennis ou qui aiment bien aux États-Unis, le spring break, c'est une partie festive absolue. D'ailleurs, à Miami, pour ceux, si jamais tu as la chance d'y aller, tu verras, c'est la fiesta. Et donc voilà, donc c'est fun le tennis. Voilà, tu as des joueurs qui sont super forts, mais c'est assez fun. Il y a tout une scénarisation sur le VIP, sur les soirées, etc., que les gens ne voient pas. Mais là où Tu c'est un regardes, coup de génie, ouais, je trouve, de Netflix, c'est que ça leur permet de capter du business. Ils sont déjà à ouais. 268 millions d'abonnés dans le monde. Et à la fin, tu as Marie-Jo Fernandez qui demande aux joueurs de faire un petit mot en espagnol pour aller toucher les communautés respectives. Tu as des posts sur les réseaux quand tu vois que les C'est deux, je crois, viral, c'est très viral, je suis ouais, d'accord les avec deux, toi. c'est 27 millions d'abonnés. Agassi qui relaye les posts derrière. Tu as Roddick qui commente. Enfin, d'un point de vue business, c'est quand même monstrueux. Juste quelques chiffres. Rafa et Carlos prennent 1 million, je crois, pour la participation. Il y a très certainement un Mais petit c'est pas bonus, un, impressionnant. un petit bonus à la clé. Non, c'est pas si dingue quand tu dis Non. qu'aujourd'hui, les minimums garantis pour ces joueurs-là peuvent aller à 2 millions. Ouais, Et, c'est pas et alors, impressionnant. et alors, il y avait il y avait une animation en parallèle organisée par MGM Reward, l'organisateur de la soirée, qui a vendu des Oh, sessions privées d'entraînement. Alors, qui a fait du Raph, buzz avec, ouais, ça c'était avec très des joueurs malin. américains qui se sont proposés des choses. Je sais que tu l'as relayé. Mais alors, Euh, tu as Rafa et Carlos, c'était à 150 000 dollars la leçon privée. Donc, de combien de temps, ça, je ne sais pas si tu as l'info. Et derrière, tu avais des cliniques, donc Rafa et Carlos qui tapent avec plusieurs personnes en même temps, c'était 50 000. Fritz et Tiafo qui étaient là.
également pour un double, il me semble, après c'était 25 000 dollars. Isner Kiré, 2 000 dollars. Et Bob et Mike Bryan, 1 000 dollars. Les mecs vont gagner quand même, je sais pas, peut-être 15 grands chelems. Ouais, Euh, est-ce que t'as eu vent de tout ça et qu'est-ce que t'en as ouais, pensé? ouais. Bon, après, tu as eu le buzz de Patrick Moratoglou aussi, qui s'est 7 000 dollars l'année, l'heure, pardon, Ouais, bon. pour J'aime pas Patrick. trop ça, moi, perso, en tant que puriste du tennis, parce que c'est business, business first. Donc, voilà. Donc, même si Rafa, Carlos, Roger, Novak font du social, ils ont des fondations, ils reversent, etc. Alors, comme disent les Américains, tu peux faire du business en faisant du bien, hein, doing well by doing good, comme ils disent. Mais bon, là, c'est too much. Après, il y a un marché, tout simplement. Il y a un marché de barjots. Donc, tu as un marché de malades mentaux. Il faut savoir que tu as des gens qui prennent des loges de Roland-Garros à des sommes incroyables ou qui vont passer un moment avec dans des lieux de folie, qui vont s'acheter des jets, machin. Et pour eux, 150 000 dollars ou 200 000 dollars, une leçon privée, ils s'en foutent complet parce que ça représente rien. Et donc, c'est le marché qui est surnaturel et artificiel du sport qui fait partie de ce que les économistes appellent l'économie de la rareté. Maintenant, c'est vraiment très disproportionné. Voilà. J'aimerais bien qu'il y ait une approche, j'allais dire, un peu sociale derrière, tu vois, qu'il y ait quelque chose qui soit reversé pour une école, que il y ait des bourses qui soient données, etc., avec une partie de cet argent pour faire vraiment le doing good et le doing well. Donc voilà, quand c'est tout business et puis, ces chiffres ne veulent rien dire. Je veux dire, ça a pas de valeur, c'est du luxe absolu, tu le feras une fois dans ta vie, et tiens, tu as payé ton machin, voilà, c'est l'étoile montante. Donc, c'est un peu gênant du point de vue social et un point de vue du développement de la pratique. Maintenant, c'est un business, et comme peuvent le faire d'autres célébrités, c'est le business de la célébrité. J'aimerais bien. Je sais que Rafa, Carlos, je suis pas encore trop au courant de tout ce qu'il fait, mais je sais que Rafa, il est très, 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 très associé. Il a travaillé avec Roger aussi, sur notamment pour suivre ce que faisait André Agassi et Steffi Graf, notamment l'éducation. Là-dessus, il fait attention. Alors après, Rafa, c'est aussi un moyen pour lui de financer quelque chose qui lui coûte plus cher que ce que ça lui rapporte, c'est-à-dire son académie. Son académie, aujourd'hui, le modèle économique tient sur sa marque et pas sur le fonctionnement de l'académie, parce que les coûts sont tellement élevés et c'est tellement cher de produire des athlètes de haut niveau et d'avoir des infrastructures aussi qualitatives que ces exhibitions-là font partie de la diversification de son modèle économique à lui qui va alimenter et qui va faire sa marque, qui va continuer à faire sa marque, parce qu'il jouera encore, il n'y a pas de souci. Après, Rafa, moi j'ai rencontré un jeune qui est dans son académie, qui est sponsorisé pour jouer dans l'académie, à hauteur de 50 000 euros par an, par un milliardaire Oui, qui met dans des fonds. Je suis pas certain que Rafa, ça lui coûte plus. À non, mon mais c'est ce avis, que je te dis. il sait S'ils n'étaient pas s'entourer. Rafa et qu'il n'avait pas Ouais. sa marque et cette attractivité auprès des milliardaires, des business angels, comme on dit, si c'était pas Rafa, quelqu'un de moins connu que Rafa ou de moins célèbre ou de moins attractif aura du mal à faire vivre une telle entité et un tel flux financier. Donc là, derrière, en faisant ce genre de choses, etc., c'est un travail de marque. Voilà, maintenant le travail de marque, il était assez lisse, Nadal, et puis finalement, il va sur des choses qui sont posées à critique. C'était quelqu'un qui était plutôt très focus tennis, très focus mental, etc. Bon, il est ambassadeur de la Fédé d'Arabie Saoudite en ayant un discours pragmatique, en disant, bon voilà, soit on y va, soit on n'y va pas, et si on y va, ben, on travaille avec eux pour essayer de faire quelque chose de positif, parce que de toute façon, ils vont rentrer. Donc ça, c'est quelque chose qui est pragmatique. Après, à voir si le pragmatisme a lieu ou si c'est business to business et il n'y a que ça. Et pareil, sur les exhibes, derrière, si derrière ça peut permettre à des jeunes d'être financés par des milliardaires qui veulent rêver grâce à Nadal et que le rêve permet de faire, bon, bravo, bravo, c'est ce qu'a fait Walt Disney. Donc bon, après, c'est à voir. Je pense que le mec est honnête, intègre et qu'il protège son sport. Après,
il travaille sa marque, hein, il n'y a pas photo, avec ses sponsors. Il y a eu cette possibilité. L'argent fait partie de l'attractivité. Il y a eu ce contexte avec voilà, Carlos. Et ça aurait pu se faire à la Coupe Davis. Et tu C'est t'as pas fait. t'as des chiffres de son partenariat avec l'Arabie Saoudite, tu sais à peu près combien Non, d'après ce que ça je sais, génère? c'est pas. Enfin, c'est assez couvert parce que derrière, après, voilà, mais il n'y a pas eu de grosses négo, tu vois. Il n'y a pas eu de grosses négo. Mais Rafa, C'est quoi? euh, C'est au moins entre 3 et 5 millions par an, un truc comme ouais, ça? alors, ça dépend de tout ce qu'il fait parce que tu as la valorisation de la publicité, c'est-à-dire d'avoir son image qui apparaît. Au passage, Zidane l'a fait pour le Qatar quand ils ont eu la Coupe du Monde au Qatar. T'avais des chiffres pour Zizou? Pour Zizou, c'était des centaines de milliers d'euros sur le spot publicitaire. Donc voilà, donc derrière, c'était de la publicité, de la promotion territoriale. Après, il y a les RP. Après, il y a l'intérêt de développer le sport en Arabie Saoudite. Donc, est-ce qu'il y aura des clubs de tennis, des académies, etc. Et puis après, sur des dynamiques, l'ATP vient de signer un partenariat avec l'Arabie Saoudite qui peuvent être le développement de la jeunesse, l'inclusivité, etc. Est-ce qu'ils vont vraiment le faire? Donc, c'est ça que j'appelle le pragmatisme. T'as les Euh, montants voilà. du partenariat entre l'Arabie Saoudite et l'ATP? Non, non, Non. non, non, et c'est pas un partenariat pour l'instant premium comme peut l'être Rolex, Emirates, etc. Donc c'est sur le ranking avec, voilà, ça a été annoncé, mais c'est très suivi parce que est-ce qu'on fait avec, est-ce qu'on fait contre, est-ce que va se lancer des choses là-bas parce qu'il y a beaucoup de financement et de ressources naturelles et financières. Mais bon, Rafa, si tu regardes, fin de carrière. Bon, il a investi dans son académie, il a toujours fait des exhibitions, donc c'est pas nouveau, il en a toujours fait. Le Fedal a fait rêver, et puis là, bah, Carlos versus Nadal, peut-être que tu le verras qu'une seule fois, donc encore une fois, économie de la rareté. Voilà, à voir si derrière il y a du social, mais il fait du social. Sur Carlos Alcaraz, moi, il y a des trucs que je comprends pas. Voilà, voilà, Attends, est-ce que t'as juste des de la trucs que je lumière comprends dans ta pas. pièce? Parce que là, on te voit presque plus. Je sais pas si t'as une lumière quelque Ouais, part. Parce que t'as la lumière de Dieu au-dessus de toi, mais non, parce si que t'as une ampoule, ça m'arrange. il fait. Là, c'est mieux. Il y a un peu plus de luminosité là? Ah, tu retournes dans la pénombre quand tu Dans la t'assois. pénombre, tu veux que j'éclaire? Parce il fait très beau pourtant en France. Tu voir? Est-ce que j'ai quelque chose de J'ai envie mieux? de te voir quand même. Ouais, c'est Qu'est-ce qui bon. te pose... Alors, avant que tu me dises ce qui te pose question sur Carlos, j'ai quelques dernières infos juste sur Netflix Slam. Sur les Ouais, places, le prix des places était à 88 dollars au départ. c'est pas affolant. C'était pas affolant, c'était rempli. Certaines se sont vendues à 3000 dollars quand même. Oui, Et par ailleurs, il y avait des stars internationales dans la salle, des joueurs de football oui. américains, des acteurs. Donc, Il y a toute cette partie un c'est peu quand même célèbre. bon. C'est quand même bon pour le sport, c'est bon pour le tennis, ça fait du bien, quoi. Ah ouais, c'est sûr que dans certains tournois, on n'est pas capable de faire ça, d'attirer des stars, et ce côté viral. N'oublions pas que le côté social viral, avec, c'est pas le match qui va compter. C'est, on en parle, tu vois, tu le fais. C'est derrière ce côté viral, ce côté buzz, ce côté entertainment qui est voulu, hein, un peu comme un match de boxe. Donc voilà, on a vécu ça quand il y a un athlète de MMA qui combat contre un athlète. Voilà, donc c'est pas nouveau, c'est bien joué. Moi, c'est sur la durée. Est-ce que c'est du one shot? Pour moi, c'est ce que je t'écrivais, c'est peut-être un modèle économique popcorn qui est certes de levier pour créer quelque chose de différent ou par rapport à des Amazon, par rapport à des ESPN, etc. pour Amazon, et puis qui met aussi en avant le côté assez singulier de Las Vegas, qui sait faire ça en fait, qui a toujours fait ça et qui sait faire ça et qui attire de l'événementiel, j'allais dire one shot, un petit peu brillant avec ses célébrités, etc. Qui plaisent. Et aujourd'hui, le marketing de l'influence reste quand même quelque chose qui est un modèle économique. Mais est-ce qu'il va durer? Non, parce que Nadal bah, va pas jouer jusqu'à la fin de ses jours et à un moment donné, bah, il va baisser, donc il n'aura pas le niveau de jouer contre un Alcaraz ou contre un Sinner. Et Mais si t'as pas un gars comme Rafa, tu non, divises tu par peux 10, pas. tu penses? Les Ouais, mais je recettes, pense que tu les remplis pas. audiences, tout. Ah ouais, à Ouais, ce tu point-là. remplis pas. Tu remplis pas. Un Carlos Sincèrement, Tiafoe, tu remplis pas. non. Clairement, je suis sûr de moi. Dur. Kyrgios peut-être un peu, mais ben, là ça fait longtemps qu'il joue plus, puis le niveau est pas le même. Mais clairement, les trois GOATs là,
Bon, Roger, avec son genou, il peut plus jouer. Novak joue toujours. Et je pense qu'il est un peu en dessous en termes de célébrité et d'influence. Mais moi, je dis toujours, ce sont des marques intemporelles. Donc, tu auras ces gens-là qui sont dans l'imaginaire, qui font rêver. Voilà, aujourd'hui, la grinta de Nadal fait rêver, le style de Federer fait rêver, et la performance absolue ou le joueur total qui est Novak fait rêver. Donc, ce sont des joueurs qui font rêver, qui créent leur propre marque de vêtements, qui créent leur propre marque de lieu, etc. Donc, ce sont des marques absolues. Donc, oui, non, tu n'as pas de comparaison aujourd'hui. Carlos est à des années-lumière, Yannick, etc. Même s'ils jouent super bien et qu'ils ont des niveaux, mais en termes de marque, non, t'en as pas beaucoup comme ça. Hein. Tu as les Michael Jordan qui peuvent te remplir des séries Netflix sur ce qu'il a fait, parce que c'est MJ et qui fait des séries, etc. Mais il peut y avoir des films sur Rafa Nadal et sur Roger Federer. Il peut Et y tu avoir des... penses que une soirée comme ça, avec de telles stars, tous les commentateurs, Agassi, le crâne luisant, impeccable, tu penses que les mecs sont bénéficiaires sur cette soirée? T'as l'impression qu'ils ont investi des Oh, je millions pense, presque. je pense que c'est les à côté qui le font. C'est-à-dire que clairement, le business des soirées est important. Donc, tu peux avoir des marques de champagne, des marques de Il n'y a pas luxe, beaucoup de etc. sponsors, hein. J'ai noté, tu Non, as non, 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 mais c'est La pas Roche-Posay, étonnant. Mandala Bay, Honnêtement, du point de vue sponsoring, c'est pas l'hôtel à l'intérêt du côté. sponsor. Le Ouais. sponsor, là, ce qu'il veut, c'est du buzz. Et il y a une exclusivité Netflix. Donc, c'est pour pas te diluer. Si tu as des tas de sponsors. Et un sponsor, ce qu'il va chercher en premier, c'est la mémorisation. Ouais, mais Donc, comme t'en as pas beaucoup des sponsors, est-ce qu'ils sont rentables, tu penses, sur une telle soirée? sur les à côté, je pense que les royalties et les deals qu'ils peuvent faire sur les à côté, oui, mais le risque, il est pris par l'organisateur, c'est-à-dire l'exploitant de la marque qu'il a créée. Et donc derrière, la soirée, le VIP, etc., sachant que le coût de revient le plus important, c'est la marque athlète. Après, le coût, j'allais dire, infrastructurel est faible. Tu as un match, tu as un cours. T'as vu, ils n'ont pas fait non plus le cours, les loges de rêve. Ouais. Ils ont fait ce qu'il fallait en LED, etc. Mais Le son était bizarre d'ailleurs, hein. Tu sens ouais, t'as que pas le truc. La Lever Cup, honnêtement, c'est plus c'est quand quali. même. Ouais, je sais pas si tu y es allé, c'est quand même le top. Après, les grands chelems font des choses incroyables. Bon, je sais que tu es allé à Rotterdam. Je suppose que tu as été franchement, tu as apprécié le setup de Rotterdam, qui est quand même assez exceptionnel. Mais même nous, à notre petit niveau, on arrive à faire des choses assez intéressantes. Là, si tu veux, tu vois que derrière, c'est un risque qui est pris par quelqu'un qui vient faire un peu comme un combat de boxe, clairement. C'est le Hmm. combat de boxe et tu as besoin d'avoir cette rivalité. Et là, tu avais le contexte qui va bien. Mais clairement, sur des joueurs très forts, mais qui ont moins de marketing derrière et de marque athlète derrière, ça ne marchera pas. D'abord, tu rempliras pas les 12 000 places. Et après, sur les soirées, les gens, ils viennent voir de l'exceptionnel. Du point de vue marketing du sport et du point de vue marketing tout court, et moi qui vois mes étudiants même en cours, la problématique majeure, c'est de capter l'attention. Tu ne captes pas plus l'attention des gens parce qu'il y a trop de choses qui te captent l'attention, notamment les téléphones portables, les réseaux sociaux, etc. Je veux dire, pendant que je te parle, j'ai reçu des tas de machins, de trucs, donc on est trop connectés. Ce qui fait qu'on est moins captiver. Et Hmm. pour captiver, c'est l'exceptionnel. Et l'exceptionnel, c'est Rafa. C'est Roger. Alors Roger, il peut plus le faire. C'est MJ, c'est LeBron. Voilà. Aujourd'hui, tu fais que parler de LeBron. Le mec, il a 40 ans et il est. Et alors dans des niches, c'est Kelly Slater, c'est Tom Brady. Et puis t'es captivé par de l'entertainment. Kelsey avec sa copine au Super Bowl. Voilà, et des petites histoires qui peuvent se mettre dans le tennis. Alors, il y a le cas de Tsitsipas, là, qui fait un petit peu ses trucs. Kyrgios, qui est commentateur, est-ce qu'il va revenir? Et voilà, et si tu regardes un petit peu les séries sur le tennis, on fait un focus sur Kyrgios, Hmm. tu vois? Alors qu'il n'a pas gagné de grand chelem pour l'instant. Donc, En tout cas, moi, je ça. pense que sans Nadal, ou sans Ouais. Roger, ou Novak, je ne sais pas ce qu'il va faire, après, tu peux avoir des Carlos, des Yannick Sinner, etc., qui dominent. Mais d'arriver à ce niveau-là, il y a du boulot quand même. Il y a du boulot. Bon, ça relève un peu du miracle, hein. Ça a été annulé l'année dernière. Là, Ouais, t'as Carlos qui se blesse il y a 10 jours, Rafa qui est sur ça une aurait pu se jambe. faire sur la Coupe Davis, hein. Ils auraient pu Et, jouer ensemble sur la Coupe Davis et gagner à Malaga, et tout le monde aurait dit, ouais, c'était et énorme, ils jouent ensemble, ils jouent en double. Rafa qui sauve les 6 balles de Mais, match, mais mais c'est juste, incroyable. C'est vraiment la Max, magie du. je renverse la question. Rafa,
j'espère, il joue bien à Roland et il est un peu protégé, machin. Bon, il a peut-être pas gagné, mais bon, il fait quelques trucs, voilà. Et puis il fait les Jeux Olympiques, il joue en double avec Carlos, il gagne un truc. C'est, c'est extraordinairement génial. Alors, Mm, ça serait le top, mais c'est le contexte qui fait, et c'est de savoir saisir le contexte qui font les meilleurs producteurs. Et mm. donc, c'est en ce sens que le tennis se scénarise, que les Américains sont un peu meilleurs que nous, faut être honnête. Hein. Ils font ça assez bien. Le Super Bowl étant un très bon exemple, mais les Américains font ça très très bien. On va voir comment ils vont faire ça avec. Voilà, mais ils le scénarisent à l'US Open. Hein. L'US Open, tu as dû y aller. C'est hyper scénarisé. Et le tennis, de temps en temps, tu te dis, mais merde, c'est plus du tennis, c'est incroyable. C'est Donc du show. voilà, il y a cet équilibre à trouver, mais je me répète, Rafa est une marque intemporelle. Il y a un contexte. Euh, le Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, le 5, il marche plus, quoi. Avant de nous dire pourquoi, et conclure là-dessus, pourquoi Carlos et suscite ton questionnement, dis-moi, toi, de ton point de vue d'expert, tant prof que organisateur, co-organisateur de tournois ATP 250 comme Marseille, Lyon, Metz, euh, qu'est-ce que tu vas grappiller là-dessus? Qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre dans tes événements à toi? Bah moi, j'ai pas la puissance de frappe. J'aimerais bien avoir l'influence, avoir la possibilité, ce que font les grands chelems, hein, d'avoir des célébrités qui viennent, qui apportent du contenu, qui viennent animer des soirées, qui viennent raconter un petit peu l'authenticité du truc, parce qu'en effet, les anciens, les Marie-Jo, les Patrick McEnroe, etc. Et puis les gens qui adorent le tennis. Donc j'aimerais bien le faire. Après, nous, on se concentre plus à notre petit niveau sur le côté sportif et le côté local et la marque qu'on peut faire du point de vue territorial, là, on est sur quelque chose de différent. D'abord, le sportif n'est pas la priorité. Donc, il n'y a pas de cahier des charges, il n'y a pas d'arbitrage spécifique. Bon, on a vu qu'il y avait le Fox 10 quand même, mais qui a servi d'ailleurs. Mais Avec du on est retard, moins mais qui a libre. servi quand même. Ouais, ouais, ouais. Mais il n'y a pas cette exigence de production avec le cahier des charges d'un FIFA, d'un ATP, d'un FIBA, etc. Donc, ça reste une exhibition. La question que je me pose du point de vue économique, c'est en tant qu'organisateur, est-ce qu'il faut continuer à faire des 250 ou des 500 qui ont une vocation sportive absolue? Et est-ce qu'il n'y a pas un business des exhibitions? Voilà, c'est une question que je me pose. Je me dis aujourd'hui, un business d'une exhibition avec des seniors, parce que t'as toujours avec ces gens qui sont attractifs, etc., sur une durée réduite, sans avoir le cahier des charges, et de tout focaliser un peu comme dans un film où tu as deux acteurs qui font le job et derrière qui développent le truc. Est-ce que c'est pas un modèle économique faisable? Tu as eu des grands organisateurs comme IMG, etc., qui ont Tu fait de penserais à l'exit. qui? Tu penserais à qui chez les seniors? Tu voudrais faire venir qui Ouais, au... ouais, bah moi je pense qu'il y a des, tu vois, il y a des gens qui aimeraient revoir jouer Agassi, Sampras, il doit encore taper la balle, Roger, voilà, moi ici à Marseille, je fais venir des anciens là qui retapent un petit peu. Yannick le faisait pas mal, hein. Tu ferais pas ça au Palais des Sports? Tu ferais ça dans Bah, un truc plus grand? Dans une salle plus grande? non, 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 voilà, là c'est 12 000 places. Après, oui, Rafa et tu sais, juste une petite anecdote, j'aime bien, je sais que tu les aimes bien. On avait programmé match de Coupe Davis France-Espagne au stade Vélodrome. D'accord? Honnêtement, Rafa au stade Vélodrome, tu remplis. C'est une ambiance de malade. Nous, on l'a déjà vécu. Rafa, il a joué contre Arnaud Clément et il a perdu en demi-finale. Et c'était le plus bouillant des matchs que j'ai jamais vécu à Marseille en tennis. Et la clé a gagné, et puis a gagné le tournoi en prenant une wildcard. Mais on avait programmé une demi-finale France-Espagne au stade Vélodrome. Donc, moi, j'avais travaillé dessus à l'époque, j'étais dirigeant de la Fédération française de tennis. Et clairement, tout le monde se dit, putain, Rafa contre la France. Bon, c'était à l'époque où il y avait encore les Joe, etc. Euh, et ça remplissait le stade Vélodrome, quoi. Enfin, pas tout, mais t'aurais eu. Voilà. Combien de places? Après. 50? Ah, 45? non, parce que tu vois rien. Mais oui, bah, je sais pas si tu as eu la chance d'aller à Lille. Moi, j'ai pu avoir la chance, mais 35, tu remplis. Alors, 30-35, c'était faisable. Et il y Et avait une comme, partie du vélodrome avec, etc. Ça s'est pas fait, heureusement, parce qu'on a été pragmatique avec l'ex-président de l'Olympique de Marseille.
Moi, j'étais au milieu parce qu'il y avait un doute sur la faisabilité, parce qu'il y avait une potentiel match de Ligue, enfin de Coupe d'Europe de l'UEFA. Et finalement, l'OM est arrivé en finale de la Coupe d'Europe et donc ça aurait été Coupe Davis versus voilà. Et puis Nadal s'est blessé. Donc, comme tu le dis, t'as pas Nadal, t'as pas du tout la même attractivité. J'aime bien Carreno Busta et des autres joueurs qui sont super bons, mais tu remplis pas 35 000 personnes avec Carreno, mort. Mais comme vous, votre métier, c'est de bosser en local avec les collectivités, la ville et tout. Faire de l'exhibition éventuellement à Marseille, vous sauriez faire, tu penses? À Ouais, ampleur Las Vegas, quoi, d'un point de vue financier? on sait faire, oui, on saurait faire. Ouais. Après, le côté, il faudrait avoir un côté social derrière, d'utiliser les fondations et les travaux. Par exemple, si je le fais avec Nadal ou avec Roger, clairement, à Marseille, on a des problématiques d'infrastructure dans les écoles et d'avoir un raisonnement. Juste pour info, hein, que les gens le sachent, le Super Bowl est quelque chose d'extrêmement business, mais reverse énormément à la communauté, fait beaucoup, beaucoup d'actions sociales. Donc, faut pas croire que c'est un tout business. Là, sur le truc Netflix, j'ai pas vu le côté un peu citoyen ou social. Sur l'Arabie Saoudite, pour l'instant, j'attends de voir ce qui va se passer. Il y a des annonces qui ont été faites pour développer le sport chez les plus jeunes. Mais ce que tu me dis, par exemple, en me disant, il y a un financeur qui va aider un jeune pour sa carrière, ça, c'est extraordinaire. Et c'est comme un créateur d'entreprise. Quand il y a une business angel qui vient t'aider pour te donner une bourse. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une bourse pour faire mon doctorat. C'était super. J'ai pu aller plus loin pour faire mon doctorat parce que j'ai une bourse de la région. Mais voilà, ça c'est top. Donc, c'est cet équilibre entre le social et le business. Et pour moi, le sport, c'est un business social. Donc, ce que Donc, tu vas chercher sur voilà. Netflix, c'est éventuellement une exhib dans les 3 ans à Marseille. Tu nous vends un peu le Ouais, truc ou bah, pas? si jamais il nous le propose, honnêtement, avec Jean-François Cojol, avec Ah, mais avec qui on vous iriez travaille, pas on le dira pas, créer? on dira pas non. Vous Et n'iriez pas le créer from scratch, vous, quoi. Faut que quelqu'un vienne vous le proposer. ouais, non, nous, d'abord, on est sur le circuit, mais si ça se fait, ça sera aussi en accord avec l'ATP, parce que la protection du circuit, le circuit pour nous, c'est quelque chose de collectif. Donc, une exhibe, si elle empêche, par exemple, comme ça a été le cas pour Metz à un moment donné, qu'il y avait des exhibes en face d'elle, et puis, bon, ben, si tu es venu à Marseille cette année, nous, on a eu une exhibe à Oslo la même semaine. Et Hmm. donc, tu as, des joueurs comme Holger, par exemple, ou Gaël, bon, qui finalement n'a pas joué pour des raisons un peu bizarres, ne sont pas venus. Donc, tu as une concurrence. Donc, il faut travailler ensemble. Si c'est un spot quelques jours avant qui ne gêne pas le circuit, qui ne blesse pas les joueurs et qui est fait, j'allais dire, en harmonie, why not? Mais c'est toute une question d'équilibre. Et le problème de la gouvernance du sport, c'est les déséquilibres, en fait. Hmm. Bon, et on termine avec Carlos. Juste avant ça, Rafa, tu disais qu'il travaille sa marque. Rafa, bon businessman quand même, hein. Oui, 15 millions sur les exhibs avec Ruud, je sais plus, c'était en Amérique du Sud, c'est au Mexique, euh, ouais. au Un stade de foot, Mexique, ouais. les fédales, les tout ce que tu veux. Rafa, bon pêcheur, bon joueur de golf et bon businessman. Ah, je pense que sur le golf, il paraît qu'il est extraordinaire Et et que alors, sur le golf, il peut faire des choses. André disait que son swing était moche, mais que he gets the job done. Ouais. Le mec est efficace, quoi. Ouais, ouais, Partout, ouais. Donc, partout. non, non, il n'y a pas photo. Carlos, au début, d'abord, il a gagné Grand Chelem, mais il peut pas faire du business avant d'avoir la légitimité sportive. Donc, c'est sûr que là, c'est contextuel, mais à un moment donné, c'est quelqu'un qui se blesse quand même. Donc, qui a un jeu aussi, qui est un jeu assez rude du point de vue physique. Qui se blesse, qui a été blessé, qui vit des bas. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a une progression de Yannick Sinner, il y a toujours une constance chez Djokovic, mais il n'y a pas d'évolution, j'allais dire, en termes de performance chez Carlos Alcaraz. Donc on attend à ce qu'il domine un peu plus par rapport à ce qu'il a fait sur les grands chelems notamment. Et donc, c'est sûr qu'on va lui reprocher de jouer des exhibitions si il gagne pas des matchs ou s'il gagne pas des grands chelems. Donc Rafa, Roger, etc. Moi, je me rappelle de Roger quand il avait moins de 20 ans, il bouffait les matchs pour aller chercher des titres et c'était des gloutons de titres. Donc voilà, et pendant ce temps-là, les autres, ils progressent parce que c'est un sport de rivalité et Sinner progresse grâce à Djokovic, clairement. Et donc peut-être que Sinner prend le pas et qu'on va voir quel est le niveau de jeu des personnes. Donc voilà, maintenant, c'est ce qui me surprend, moi, pour répondre à la question que je m'étais posée tout à l'heure, c'est le choix de programmation. Ouais. C'est sûr que quand tu gagnes Wimbledon et derrière d'aller jouer.
La Hopman un Cup. autre truc, ouais, bon voilà, la Open Cup, c'était super qu'ils viennent jouer, parce que moi j'y étais, c'était top de voir Carlos avec les enfants, etc. Je suis pas sûr qu'il se soit donné à 3000, mais c'est surprenant de passer de l'herbe à la terre battue avec un changement de température. Voilà. Mais tu vois, Sinner n'est pas venu à Marseille, tu as le changement de température, tu as les contraintes et les partenaires derrière. Tu as le changement de surface. Tu as aussi ton staff qui est grillé, qui a donné aussi pendant 15 jours. Et donc, cet équilibre de programmation, je pense qu'aujourd'hui, Novak, Roger et Rafa ont été si forts que ça parce qu'ils ont bien programmé voilà. Maintenant, il est en fin de carrière, mais ils ont bien programmé. Même s'ils ont fait des exhibitions, ils ont joué les tournois qu'il fallait, dans les surfaces qu'il fallait, ils ont fait les séances, ils ont été blessés, ils sont revenus à chaque fois, etc. Ça, ce travail-là de programmation, ce travail-là, j'allais dire, de continuité, qu'ont pu avoir les Tom Brady, les Kelly Slater, les LeBron James, les Tony Parker, etc., qui ont duré et qui ont toujours des niveaux assez extraordinaires par rapport aussi à leur hygiène de vie et à leur programmation sportive. Novak étant l'exemple absolu dans le tennis. Voilà, Carlos, des fois je me dis, bon, il va jouer des trucs. Je sais pas pourquoi il va jouer ce tournoi-là à ce moment-là, pourquoi il se repose pas, pourquoi il fait un changement radical de surface et de température. Donc c'est quand même assez surprenant. D'ailleurs, les journalistes posent pas trop les questions à Juan Carlos Ferrero qui connaît ça par cœur puisqu'il l'a vécu en tant que joueur. Mais si on regarde un petit peu l'histoire de Roger, de Rafa et de Novak, sur ce côté-là, je veux dire, c'est du professionnalisme absolu. Voilà. Et là, je trouve que Sinner a l'avantage. Je trouve que Regarde. Steiner, dans son choix de programmation, dans ce qu'il fait, dans comment il s'entraîne, dans comment il évolue, etc., depuis tout jeune, hein, depuis qu'il a été conseillé par Ivan Lubitschik, etc., et comment il a évolué, je trouve que sur ces choix-là et son développement physiologique, etc., je trouve que pour l'instant, il est plus, Sage. Ouais. ouais, plus sage. Pour l'instant, je veux dire, pour l'instant, il s'est pas pété, voilà, mais Carlos a été blessé. Il y a eu des choix assez surprenants du point de vue sportif. Encore une fois, je suis observateur extérieur, je suis pas physio, je suis pas kiné, je suis pas préparateur mental, etc. Mais je trouvais qu'il y avait des choix un peu bizarroïdes. Et quand tu as eu des joueurs qui ont explosé à faire des choses anormales, parce qu'ils étaient trop originaux, l'exemple type étant Marat Safin, je veux dire, lui, à un moment donné, il n'a pas été sérieux dans sa programmation Ouais, du mais tout. il avait une famille à rallonge aussi. Il avait beaucoup de sœurs, beaucoup de cousines. Oui, voilà, il était C'est pas spécial. facile à gérer tout ça. Mais tu as eu des joueurs qui ont fait ces choix-là. Et aussi la blessure. La blessure est vraiment, vraiment, vraiment importante. Le changement de surface. Puis tu as vu des tournois de temps en temps. Tu as des balles, elles ne bondent pas sur la terre battue, hein. Mm. Incroyable. Merci. Mais de Merci rien. Lionel, maître de conférence. J'ai encore pris une leçon, comme à chaque fois. Juste dernière question bonus. Pourquoi pas faire un, tu sais, comme la journée Béni Berthet juste avant l'Open 13, un mix de D'accord. exhib slash tournoi dans la foulée avec vos deux têtes de série 1 ou un Grigor qui Ouais, est pas tête de c'est série des 1 mais qui choses attire. sur lesquelles. Vous planchez Alors, là-dessus? on a planché là-dessus avec nos anciens vainqueurs, avec des personnes qui pourraient être ambassadeurs, avec une approche un peu sociale, avec une fondation derrière. Nous, ce qui nous intéresse aussi avec Jean-François Cojol, c'est vraiment la jeunesse, l'éducation et le lien entre le sport et l'école. Donc on a planché là-dessus. La problématique qu'on a, c'est l'infrastructure. C'est-à-dire on doit faire 4 matchs qui sont diffusés par jour, donc il faut trouver le jour où il faut pas gêner. Et donc on a toujours protégé les joueurs. Donc en disant voilà, c'est les joueurs d'abord. C'est quand ils veulent jouer, on essaie d'être le plus, j'allais dire, autour des joueurs avec Jean-François. Et donc moi c'est la dérive du tennis. Moi, c'est ce qui me plaît pas à l'Open d'Australie, par exemple. L'Open d'Australie, jouer à 3 heures du matin, c'est inacceptable. Hmm. Du point de vue sportif, du point de vue business, je le comprends, mais je le comprends pas du point de vue social et du point de vue sportif. La santé mentale, la santé physique, l'intégrité physique, je ne le comprends pas. Donc voilà, ça, c'est des trucs qu'on ne fera jamais avec Jean-François. Et on fera toujours attention à la qualité de la surface, à la qualité de l'éclairage, au service, au kiné. Nous, on a toujours fait gaffe à ça. Et même quand on a travaillé à Bercy, je veux dire, c'est quelque chose qu'on avait
rapporté un petit peu à la Fédé de tennis à l'époque, et aujourd'hui qui est quand même quelque chose de très 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 important et que les joueurs ressentent. Donc, et des joueurs comme Rafa, comme Roger, etc., ils ne iront pas dans des tournois. Ce qui s'est passé là dans certains tournois en Amérique du Sud, etc., sur la qualité de la surface, c'est inacceptable. C'est Hmm. super dangereux. Tu peux te bloquer une cheville, c'est hyper, hyper dangereux. Ça peut aller vite et tu peux ruiner une carrière. Regarde ce qui est arrivé à David Goffin à un moment donné, où sur une cheville, donc il faut faire gaffe. Et des grands organisateurs de tournois, comme c'est le cas à Monaco, les gens qui connaissent bien le tennis, etc., ils font gaffe à ça. Hmm. Richard Krajicek où tu es allé, etc. Ils font gaffe à ça, à la balle, à la surface, au kiné, aux douches, aux périodes de repos. Et le tout business peut être dévastateur. Donc, je reste très, très, très attentif à comment ils arrivent à équilibrer ça. Comment aussi les joueurs comme Rafa, comme Roger, comme Novak, qui vont pouvoir, dans la suite, parce qu'ils vont certainement conseiller, comme le fait Juan Carlos Ferrero, comme le fait Ivan Lubicic, Stefan Edberg, des Thomas Enquist, etc., qui ont vécu ça. Comment ils arrivent à faire ça, parce que les jeunes joueurs, ils veulent vite. Voilà. Je suis assez surpris des fois des choix de Carlos Alcaraz, où des fois, bon, voilà, les gens vont jouer sur terre battue dans des tournois sans défendre des points. Donc, la programmation, je pense que c'est une compétence clé. Peut-être que la France, là-dessus, est pas la meilleure nation. 800 000 à la clé pour la Open Cup, Carlos. Fallait Ouais, les alors prendre. ouais, il y a l'argent et bon, il y a aussi le talent de l'organisateur de pouvoir le faire hein, parce que ça a fait du buzz. Ouais. Mais derrière, il y a les agents qui doivent. Les agents, tu sais, c'est du court terme et les agents qui durent, c'est les agents qui savent équilibrer Hmm. entre le sportif et l'économique. Tu peux faire beaucoup d'argent d'un coup. Et voilà, moi j'ai très très peur de la blessure. Je vois la difficulté qu'ils ont et comment ils arrivent à récupérer. La récupération au tennis, c'est un truc qui me semble être colossal et c'est quelque chose de très important. Donc quand je vois la dépense d'énergie et tu vois, j'ai pu parler avec l'entourage de Alcaraz, mais aussi l'entourage de Holger Rune sur les crampes de stress qu'ils font mecs font des crampes de stress, quoi. Donc ça veut dire que physiquement, physiologiquement, tu peux avoir et jouer avec des crampes médicalement, c'est compliqué. Donc cette partie morphologie et aussi mentale, voilà. Mental, je pense qu'il y a quelque chose sur le mental que le tennis a, que d'autres sports n'ont pas. Cette longévité mentale qui va avec le physique. Voilà, moi, clairement, on a Rafa, Roger, etc. Est-ce que Carlos aura cette envie de toujours performer alors qu'ils ont Hmm. déjà 20 grands chelems, qu'ils ont tout fait, qu'ils ont tout gagné, et Rafa qui continue à venir, sachant que ouais, quand il va rentrer à Roland-Garros, il veut gagner Roland-Garros. Quand il va faire les Jeux Olympiques, il veut gagner les Jeux Olympiques, même s'il part de 3 ans sans jouer. Donc, et ce qu'a fait Roger, pareil, en revenant de blessure avec son genou, etc., qui gagne quand même des grands chelems, en réinventant son tennis ou en jouant plus court, etc. Ça, pour moi, ils sont quand même très loin. Donc voilà. Maintenant, le lien entre les deux, j'aimerais bien voir le lien entre les deux. Est-ce que derrière, Rafa va conseiller Carlos? Est-ce qu'il y aura une liaison de grand frère, petit frère? Est-ce qu'ils vont pouvoir jouer ensemble aux Jeux Olympiques? Ouais, l'histoire est belle quand même. Donc bravo pour l'histoire. Le storytelling et le story living, comme on dit, il est bon. On se voit à Lyon? Écoute, peut-être, mais à Lyon, j'organise un championnat du monde de basket pendant le tournoi de Lyon, de basket 3-3 à Marseille. Donc, mais je serai avec mes potes en amont. Mais je suis pas sûr d'être sur site à Lyon. Mais voilà, donc j'apprends aussi d'autres sports. Basket, c'est intéressant aussi. Énorme. T'as bien récupéré de l'Open 13 Ouais, 2024? nickel. Au top. T'es une machine. C'est beau. Allez, ciao, ciao. Salut Lio. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao.